Donc, si vous le voulez bien, on va pouvoir débuter très tranquillement l'activité. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du RISIC du 10 décembre 2024, notre dernier webinaire de la saison. Mon nom est Marc-André Maricadot, je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné aujourd'hui de Mme Céline Gélina, qui est directrice scientifique pour le RISIC, ainsi que de Mme Catherine Amélie Ledoux, qui est coordonnatrice administrative et financière pour le RISIC. Je vais vous présenter nos conférencières dans quelques instants, mais avant, simplement vous informer ou vous rappeler que comme lors de chacune de nos activités, vous pouvez utiliser la fonction Q&A, Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran, et ce, afin de poser vos questions à nos conférencières tout au long de l'activité. Il va y avoir une période d'échange à la fin du webinaire et où je pourrai transmettre vos questions à nos conférencières. Donc, sans plus attendre, le webinaire d'aujourd'hui a pour titre Intégrer le groupe de co-développement professionnel aux pratiques de soutien clinique pour développer les compétences d'évaluation infirmière de la santé mentale en première ligne. Et il nous est présenté par Mme Sarah Lafontaine, Mme Ariane Girard et Mme Marie-Hélène Lemay. Donc, Mme Sarah Lafontaine est professeure adjointe en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke au campus de Longueuil et chercheuse régulière à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Ses travaux de recherche portent sur le développement d'interventions infirmières en première ligne et l'accompagnement des personnes vivant avec une maladie chronique selon une approche centrée sur la personne. Merci beaucoup, Mme Lafontaine, d'être avec nous. On a ensuite Mme Ariane Girard, qui est également professeure adjointe en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke, chercheuse régulière au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, de même que chercheuse junior 1 FRQS. Ses travaux de recherche portent sur l'amélioration continue des soins et services auprès des personnes avec des problématiques de santé mentale. Merci beaucoup, Mme Girard, d'être avec nous. Et finalement, nous avons Mme Marie-Hélène Lemay, qui est infirmière et qui a récemment obtenu une maîtrise en recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Elle s'intéresse au développement professionnel continu des infirmières et à la santé mentale. Elle travaille actuellement comme coordonnatrice de recherche au sein du laboratoire de professeur Ariane Girard. Donc, merci également, Mme Marie-Hélène Lemay, d'être avec nous. Je vous laisse la parole aux trois et je vous retrouve à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Super, merci beaucoup pour la présentation. Merci pour votre intérêt envers notre présentation aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter avec mes collègues le groupe de co-développement professionnel. Donc, tout d'abord, vous voyez ici les logos de nos partenaires académiques et cliniques. Sachez qu'on n'a pas de conflit d'intérêt pour le projet, mais notre projet a été financé par plusieurs organismes, dont l'unité de soutien SSA Québec, donc Système de santé apprenant. Donc, un bref plan de présentation pour commencer. Donc, je vais débuter par vous présenter le co-développement professionnel. Donc, quelles sont les étapes, les fondements. Ma collègue ensuite, Marie-Hélène, va vous présenter notre projet. Donc, on a développé un programme de formation pour l'évaluation en santé mentale pour les infirmières et infirmiers en GMS, qui a inclus justement du co-développement professionnel. Donc, Marie-Hélène va pouvoir vous expliquer un peu comment on a intégré le co-développement professionnel à travers le programme de formation. Ensuite, on va vous présenter une brève méthodologie et nos résultats qui portent vraiment principalement aujourd'hui sur le groupe de co-développement professionnel. Donc, comment les participants ont réagi à ces groupes-là, quels ont été les apprentissages aussi. Et on va terminer avec une discussion et une période de questions d'environ une quinzaine de minutes. Donc, bon, groupe de co-développement professionnel, qu'est-ce que c'est? En gros, ça consiste à discuter en groupe de cas cliniques. Donc, vraiment de partir de problématiques qui sont vécues par les participants pour vraiment apprendre les uns des autres afin d'améliorer sa pratique. C'est une approche qui est développée au Québec au début des années 80. Ça a été les deux pionniers, là, c'est vraiment Adrien Payette et Claude Champagne. Au début, c'était vraiment destiné pour des gestionnaires. Donc, on voulait vraiment solidifier l'expérience de gestionnaire. Mais par la suite, ça s'est vraiment élargi à d'autres contextes. Donc maintenant, les groupes de co-développement professionnel, c'est utilisé dans différents milieux professionnels. Ça peut être utilisé également en recherche pour, exemple, intégrer la recherche dans une unité de soins cliniques et même dans des milieux pédagogiques. Donc, par exemple, dans des milieux universitaires, on peut l'utiliser en stage chez des étudiants pour justement que les étudiants discutent entre eux de cas cliniques vécus dans leur pratique pour lesquels ils ont de la difficulté à intervenir. Dans tous les cas, l'objectif, c'est d'améliorer la pratique professionnelle, faciliter aussi la mise en œuvre de changements organisationnels. Donc, à travers justement la collaboration, les discussions, pour amener des changements positifs et durables dans la pratique.
Maintenant, les fondements. Donc, on l'a dit, des discussions de groupe. C'est quand même une démarche qui est structurée. Donc, il y a plusieurs étapes précises que je vais vous présenter à travers les différentes diapos. C'est toujours à propos de situations réelles issues de la pratique. Donc, vraiment des cas que les personnes présentent pour lesquels ils ont des défis à intervenir. Et le but, c'est d'apprendre justement en partageant avec les participants, en interagissant. On valorise vraiment le croisement des expertises à travers tout ça. Il y a plusieurs théories sous-jacentes, là, je ne les présente pas toutes, mais principalement le savoir expérientiel de Kolb. Donc, on va vraiment valoriser le fait qu'on apprend selon nos expériences vécues. Le savoir va se valider dans de nouvelles expériences vécues par les participants. Beaucoup aussi sur la dynamique de groupe. Donc, l'apprentissage va se faire à travers les interactions à travers les participants, donc à travers les interactions de groupe. Et finalement, la pratique réflexive, évidemment. Donc, on va vraiment valoriser une démarche réflexive de la part des participants qui va mener à des apprentissages. Comment maintenant ça se déroule en pratique? Donc, la taille des groupes peut varier selon les auteurs, mais habituellement, on parle de groupes de 4 à 8 personnes. Ça peut aller jusqu'à 10 parfois selon certains auteurs, mais la taille optimale serait de 6 à 7 personnes. Pour que ça fonctionne bien, les auteurs proposent que dans le groupe, il y ait des personnes avec des expériences qui sont variées. Donc, ça permet d'avoir des échanges qui sont beaucoup plus riches. Et ils proposent également des niveaux hiérarchiques similaires pour que chacun des participants puisse vraiment s'exprimer avec aisance. À travers le groupe, il y a vraiment trois rôles clés. Donc, tout d'abord, il y a la personne facilitatrice qui va vraiment être la personne qui va animer la rencontre, animer les différentes étapes structurées de la démarche. Il y a également la personne qu'on dit coachée, accompagnée, qui va, elle, présenter un cas pour lequel elle demande de l'aide à ses collègues. Et finalement, tous les autres membres du groupe vont agir à titre de personnes consultantes coach, c'est-à-dire qu'ils vont aider leurs collègues qui présentent un cas à approfondir la compréhension, à l'analyser et proposer des suggestions pour l'aider à intervenir à travers ce cas-là. Donc, la durée maintenant et la fréquence des séances peut vraiment varier selon les besoins des milieux dans lesquels le groupe de co-développement a lieu. Donc, la durée, ça peut varier. Des fois, ça peut être, par exemple, une rencontre de 2 heures et demie, de 3 heures. Et pour ce qui est de la fréquence, on propose quand même qu'il n'y ait pas seulement un groupe de co-développement professionnel, donc pas seulement une rencontre, mais que les participants aient la chance de se rencontrer à différents moments dans le temps. Par exemple, il pourrait avoir une rencontre de 3 heures qui a lieu chaque mois ou chaque 6 semaines. Et l'important, c'est qu'à travers les rencontres, ce soit des personnes différentes là, qui puissent présenter un cas. Donc, idéalement, à travers l'année, là, si les rencontres ont lieu à chaque mois, avec le groupe, chacune des personnes aurait eu la chance de présenter au moins un cas à ses collègues. Pour ce qui est des modalités, ça peut varier. Donc, ça peut être fait en présence, ça a été étudié aussi en ligne. Les effets semblent similaires selon les différentes modalités utilisées. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, donc les étapes en tant que telles, donc comment que ça se déroule, ces étapes structurées du co-développement professionnel. Sachez qu'au départ, les auteurs initiaux avaient proposé 5 étapes et là, à travers le temps, là, ça a un peu évolué pour arriver à 7 étapes. Donc, il y a toujours l'étape de préparation qui est dite l'étape zéro. C'est vraiment là que la personne coachée, accompagnée va se préparer à la rencontre. Donc, va essayer de mettre de l'ordre dans ses idées, synthétiser bien son sujet et évidemment peut être aidée là, de la personne facilitatrice à cette étape. Donc, elle va se demander déjà se questionner, bon, quels sont les aspects de ma pratique que je vais améliorer? Qu'est-ce que je veux exposer au sujet, au groupe comme sujet particulier? Quelles sont mes attentes face à l'atelier aussi pour augmenter mes opportunités d'apprentissage? Ensuite, l'étape 1, donc là, on rentre vraiment dans le groupe, à proprement dit, de développement professionnel. Donc, l'étape 1, la personne va présenter sa problématique à ses collègues. Donc, elle va vraiment exposer c'est quoi les grandes lignes de son cas, c'est quoi le contexte aussi pour que ses collègues puissent bien comprendre le cas. Ensuite, l'étape 2, c'est la clarification de la problématique. Donc là, la personne qui est aidée, disons, va prendre un peu plus va être un peu plus silencieuse et les autres, ses collègues vont pouvoir poser des questions pour bien comprendre son cas. Donc, le but, c'est vraiment d'aller analyser, approfondir, disons, la compréhension du cas.
Donc, toutes les personnes, consultantes, coachs, vont poser des questions pour approfondir la compréhension générale du cas. Ensuite, l'étape 3, c'est la formulation vraiment de la demande d'aide. Donc, qu'est-ce que la personne coachée désire comme soutien de ses collègues? Des fois, ça a été peaufiné, cette demande-là, à l'aide de l'étape 2, parce qu'on a justement fait le tour, bien analysé la situation. Donc là, à l'étape 3, on rappelle vraiment c'est quoi la demande d'aide, qu'est-ce que la personne veut comme soutien de ses collègues pour son cas. L'étape 4, ensuite, réaction, commentaires, suggestions des personnes consultantes, c'est vraiment l'étape où les personnes vont entrer en mode un peu solution. Donc, quelles sont les façons qu'on pourrait intervenir dans cette situation-là? Quelle langue on pourrait prendre? Donc, vraiment des commentaires, des suggestions, de la rétroaction. Et pendant cette étape-là, la personne coachée va prendre des notes suite aux suggestions de ses collègues. Ensuite, l'étape 5, donc la personne coachée va faire une synthèse un peu de ce qu'elle retient des suggestions de ses collègues et va faire proposer un plan d'action pour la suite. Donc, avec son cas, quelles seraient les prochaines étapes? L'étape 6, à la fin, donc tout le monde, tous les membres du groupe, en fait, vont nommer au moins un apprentissage qui a été réalisé durant la rencontre pour leur propre pratique. Et il va y avoir une petite évaluation aussi du climat de groupe, savoir comment ça s'est déroulé, les étapes, si tout le monde est satisfait un peu du processus. Sachez qu'il existe parfois une septième étape selon les auteurs qui consiste vraiment au début du groupe de co-développement futur, le prochain, de revenir sur le cas qui a été présenté pour voir la personne justement coachée. Est-ce qu'elle a mis en place son plan d'action? Est-ce qu'elle a rencontré des difficultés? Donc vraiment pour faire un petit retour lors début de rencontre sur le cas qui a été présenté à la dernière rencontre. Donc ça permet à tous d'avoir un suivi de la situation. Donc, voici pour les 6 étapes. Maintenant, je vous parlais du rôle de facilitatrice, donc la personne qui anime. Sachez qu'elle a un double rôle dans la rencontre. Donc, son rôle principal, c'est la facilitation, mais elle a également un rôle secondaire de consultant coaching. Donc, pour son premier rôle primaire de facilitation, elle va évidemment animer les étapes, donc essayer de combiner la rigueur du respect des étapes, mais aussi une certaine souplesse selon les besoins des participants. Elle va également la gardienne du temps. Donc, chaque étape a une durée précise. Donc, elle va essayer de respecter les différentes étapes, même si des fois la durée des étapes varie selon les cas présentés et les besoins des personnes participantes. Une bonne partie de son rôle de facilitation aussi consiste à animer les échanges, soutenir aussi la pratique réflexive chez les personnes, donc poser les bonnes questions, faire ressortir aussi les apprentissages qui sont réalisés par les personnes. Et finalement, un rôle au niveau de la création d'un climat de confiance, de non-jugement aussi au sein du groupe, qui est super important pour que chacun des participants soit engagé, se sente à l'aise aussi de s'exprimer pour poser des questions et proposer des suggestions à leurs collègues. À travers tout ça aussi, on s'assure toujours du respect de la confidentialité. Donc, dans un groupe de co-développement, les informations qui sont partagées demeurent dans le groupe et ne sortent pas à l'extérieur. Comme on parle de cas réels, évidemment. Je reviens aussi brièvement sur son deuxième rôle, le rôle secondaire de consultation coaching. Donc, ça peut arriver que la personne qui anime va également avoir à ajouter un apport théorique ou expérientiel si nécessaire. Donc, oui, son rôle principal, c'est de faciliter les échanges, mais elle aussi agit comme tous les autres participants à titre de consultant. Donc, peut faire des liens théoriques, des fois proposer un outil, une référence additionnelle pour aller enrichir les discussions, aller susciter la réflexion. Et des fois, peut même agir comme modèle de référence, modèle de rôle à travers ça. Des fois, si elle est une experte de contenu, ce qui n'est pas nécessaire, mais parfois le possible dans le cas des rencontres de co-développement. Maintenant, quelques limites du groupe de co-développement professionnel dans la littérature. Tout d'abord, on mentionne que c'est nécessaire que la personne possède quand même des compétences relationnelles. Donc, tous les participants doivent quand même avoir une écoute active, poser les bonnes questions, proposer des stratégies aussi de façon constructive. Donc, ça demeure super important pour que le groupe fonctionne. Il y a également une expérience de base nécessaire sur le sujet qui est abordé durant le groupe. Donc, c'est sûr que la personne doit soit avoir une expérience terrain ou avoir eu du contenu pour être en mesure de discuter d'un sujet spécifique sur lequel va porter le groupe de co-développement professionnel. On mentionne également que la culture organisationnelle doit être favorable au groupe de co-développement professionnel. On mentionne aussi l'importance d'une chimie de groupe. Des fois, le défi, c'est les milieux où il y aurait beaucoup de roulement de personnel, par exemple. Donc, si c'est pas toujours les mêmes participants qui sont dans le groupe,
Donc, c'est des nouveaux qui s'ajoutent, il faut réexpliquer un peu les règles, recréer un nouveau, tu sais, le climat de confiance, aller le travailler à nouveau, c'est des nouvelles personnes, les former aussi aux étapes du groupe de co-développement professionnel. Et finalement, le fait que le sujet soit adapté. Donc, c'est pas tous les sujets qui se prêtent à un groupe de co-développement professionnel. Donc, il faut que ça soit un sujet pas trop simple ni trop complexe et pas trop sensible non plus pour que ça soit efficace. Je laisserai maintenant la parole à ma collègue qui va vous présenter vraiment notre projet de recherche. Fait que c'est ça, je vais continuer. Merci, Sarah. Donc, voici moi, je vais vous présenter un exemple d'utilisation du co-développement, mais à l'intérieur d'un projet de recherche. Puis, je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc, le projet a émergé d'une volonté d'une conseillère en soins infirmiers de la direction des soins infirmiers d'un CIUS qui est venu contacter là, Ariane Girard pour lui poser des questions, voir si c'était possible de développer des compétences des infirmières en évaluation clinique des personnes qui ont des problématiques de santé mentale en soins primaires. C'était ça son besoin. Puis, plus précisément, les conseillères ont sollicité la chercheuse responsable pour développer du co-développement, pour co-développer aussi un programme de formation pour les infirmières qui travaillent en GMF plus spécifiquement. Il faut savoir que les infirmiers puis les infirmières qui travaillent en GMF, en groupe de médecine familiale, ont plusieurs opportunités de repérer des signes cliniques des troubles mentaux puis d'évaluer aussi les besoins des personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale. Donc, à cause de ça, un programme de formation axé sur l'approche réflexive, puis le soutien clinique offert par des acteurs de soutien clinique de leur propre milieu en JMF a été créé, conçu en partenariat avec eux pour renforcer les conditions propices à l'adoption des bonnes pratiques d'évaluation auprès des personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale. La figure que je vous présente ici, c'est le modèle théorique initial du programme de formation. Donc, l'adoption des bonnes pratiques d'évaluation est le résultat à moyen terme, le résultat visé à moyen terme. Puis, les résultats chez les patients seraient un résultat à long terme. Pour votre information, il y a peu de littérature scientifique qui permet d'anticiper la manière dont le processus puis les activités d'un style de programme de formation comme ça devraient être structurés puis adaptés au contexte local là, en GMF pour entraîner les résultats qu'on veut à moyen puis long terme. Donc, le programme de formation avait plusieurs objectifs d'apprentissage. Le premier était de comprendre le but et l'importance de l'évaluation clinique infirmière auprès des personnes avec des problématiques de santé mentale, que ça soit lié ou non à un diagnostic de trouble mental. Ensuite, c'était de reconnaître les opportunités d'évaluation clinique infirmière, d'expliquer les responsabilités, les actions et les ressources que l'infirmière peut avoir pour faire son évaluation, d'analyser sa propre pratique clinique infirmière par rapport à l'évaluation qu'elle donne, puis de reconnaître les opportunités d'amélioration de sa pratique d'évaluation dans son milieu aussi. On avait plusieurs acteurs dans le programme de formation, donc je vous en présente quelques-uns, mais particulièrement, il y avait les infirmiers et infirmières en GMF qui étaient nos acteurs principaux parce que c'était les personnes pour qui le programme a été créé. On avait aussi des personnes qui exercent des activités de soutien clinique que je vais appeler PISC parce que c'est un peu plus simple à dire, puis je vais le nommer quelques fois, donc pour me sauver, ça va m'aider un petit peu. Puis on avait aussi des formateurs en santé mentale. Donc, pour faire la différence entre les deux, les PISC peuvent être assistantes aux supérieurs immédiats, des ASI en JMF, ou des infirmières qui étaient reconnues par leur pairs pour leurs compétences, leur expertise en santé mentale, mais dans leur JMF. Puis, pour ce qui est des formateurs en santé mentale, c'était aussi des experts, des personnes reconnues par leur pairs, mais spécifiquement par rapport à la santé mentale. Donc, par exemple, une infirmière praticienne spécialisée en santé mentale ou un professeur en santé mentale ont pu faire ce rôle-là. Ici, c'est une figure qu'on vous présente qui résume le programme de formation. Donc, ce que vous pouvez remarquer dans cette figure-là, c'était que c'était sur une durée de 6 semaines, que le programme était divisé en 3 couleurs, en 3 blocs d'activités. Donc, un bloc qui était par rapport à l'auto-évaluation, le co-développement, puis le suivi. Chaque bloc incluait une activité individuelle réflexive, plus une activité de groupe. Les activités duraient de 20 minutes à 2 heures, dépendamment des semaines. Puis le programme a été donné 100% en ligne sur la plateforme Teams pour ce qui est des activités de groupe.
Je vais vous parler un petit peu là, de chacun des blocs. Donc, pour le bloc d'auto-évaluation de la semaine 1, durant la première activité individuelle, il y avait la lecture d'un guide d'orientation sur les bonnes pratiques d'évaluation en matière de besoins en matière de santé mentale qui était lu par les infirmières. C'est un guide en version PDF que je vais vous montrer tantôt, un peu plus en détail. Il y avait aussi un questionnaire de réflexif sur son propre, il manque des mots, sur sa propre pratique d'évaluation clinique par rapport à l'évaluation d'état mental. Ensuite, dans la deuxième semaine, il y avait une activité de groupe. Cette activité-là, c'était 3 cas cliniques qui étaient discutés, puis on revenait sur le guide d'orientation. Je vais aller un petit peu plus spécifiquement, tu peux changer de diapo, Sarah, par rapport au guide d'orientation. Donc, vous pouvez voir de quoi qu'il avait l'air. C'est un guide de 28 pages. Vous avez le code QR, fait que s'il y en a qui veulent aller chercher le guide qui est accessible gratuitement, vous pouvez avoir aussi accès à l'aide-mémoire avec ce code QR-là. Il a été déposé sur Savoir U2S. Donc, je vais vous parler un tout petit peu là, des informations qu'il y avait dans le guide, le contenu. Donc, premièrement, on parlait de la mise en contexte, donc pourquoi est-ce qu'on a un guide, du pourquoi évaluer, donc le but de l'évaluation infirmière, puis quelles sont les responsabilités professionnelles infirmières. On parlait du quand évaluer, quoi évaluer et comment évaluer, c'est vraiment la plus grosse section. Puis dans le comment, on parlait de la sécurité, donc par rapport au danger, les signes et symptômes d'un trouble mental, donc la différence entre un trouble mental puis le fonctionnement mental était nommé. Le fonctionnement global et les habitudes de vie, comment est-ce qu'on évalue ça, comment on collecte ces données-là. La perspective de rétablissement, établir les priorités et rédiger une note au dossier. Il y avait aussi un annexe, un bon annexe avec beaucoup d'informations sur les différentes sections là, qu'on peut voir dans le comment évaluer. Fait qu'on pouvait cliquer sur chacun de ces liens-là puis aller chercher les bons documents. Puis c'est comme je vous dis, vous avez ce document-là accessible en ligne. Tu peux changer de diapo. Merci. Pour ce qui est, je vais continuer par rapport à l'explication du programme de formation. Donc, la semaine 3-4, dans le bloc mise en action, on demandait aux infirmières de remplir une fiche synthèse d'un cas clinique difficile pour eux dans leur pratique à eux. C'était une fiche synthèse qu'ils remplissaient en 1 ou 2 pages. On demandait de parler du titre de la situation vécue, qui peut être par exemple une situation d'arrêt de travail compliqué. Donc, ce n'est pas nécessairement un besoin initial en lien avec la santé mentale. Des fois, il arrivait souvent par après le besoin relié avec la santé mentale. Après ça, il y avait une mise en contexte qu'on demandait, donc le motif de consultation, les éléments clés, par exemple la description de la personne, son âge, son emploi, l'évaluation qui était réalisée, puis les données collectées par l'infirmière. Ensuite, on demandait d'écrire les objectifs qui étaient visés par l'infirmière, les principaux défis qu'elle avait vécus, puis la consultation désirée, parce que ça s'inscrivait dans un co-développement qui s'en venait dans la semaine d'après, dans la semaine 5. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qu'elle aimerait avoir comme aide de ses collègues. Puis, c'est important de nommer là, que c'est sûr qu'on a respecté la confidentialité, puis on a demandé aux infirmières de ne pas marquer le nom des patients. Pour ce qui est de la semaine 5, c'était le co-développement. Donc, on se concentre plus là-dessus aujourd'hui. Vous allez entendre parler un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Mais je veux juste vous dire que cette activité-là avait une durée de 2 heures, puis qui visait à partager les réflexions des infirmières, puis de leurs défis en lien avec le cas clinique qu'elles avaient ciblé, puis d'avoir de l'aide de leurs collègues. Les infirmières discutaient de 2 cas cliniques pendant cette rencontre-là. Puis, il y avait environ 5 infirmières par groupe qui respectent ce que Sarah disait tantôt là, par la grosseur des groupes. On avait aussi une piste, puis un formateur en santé mentale qui était l'animateur de la rencontre. Puis, rapidement, juste vous nommer pour le suivi, le bloc de suivi, on avait une activité individuelle où les infirmières se questionnaient sur leurs apprentissages faits dans le programme de formation. C'était juste 30 minutes, c'était pas très long, mais avec un questionnaire, ils se questionnaient sur leurs apprentissages. Après ça, il y avait une activité de groupe pour les aider à réfléchir au transfert vers la pratique. Donc, comment faire pour transférer ces apprentissages-là? Quels étaient les défis puis les facilitants pour transférer leur apprentissage en pratique clinique. Là, on va se concentrer sur le co-développement. Donc, un petit peu plus en détail par rapport à l'étape de la rencontre de co-développement, on demandait de s'introduire, on rappelait les consignes de base,
On voulait que les caméras soient ouvertes, par exemple, que les micros soient ouverts seulement quand on parle pour avoir un feedback. Des fois, ça peut être un problème. Respecter la confidentialité des cas, le but de la rencontre, la durée était nommée. Puis aussi, on revenait sur les étapes du co-développement, comme Sarah a montré tantôt. La présentation du cas par chaque participant était faite de manière, par chaque participant de 2 à 3 minutes. Donc, ils prenaient leur fiche synthèse qu'ils avaient remplie dans la semaine 3 à 4 et parlaient de leur cas clinique en nommant les faits essentiels, les solutions tentées et les résultats, les effets souhaités dans la situation, puis la formulation de la demande d'aide à leurs collègues. Ensuite de ça, il y avait un vote qui était fait en groupe ou un vote anonyme parce que sur sondage forme dans Teams, on pouvait voter de manière anonyme pour que chacun des participants puisse choisir 2 cas cliniques. Puis on demandait dans les choix des cas cliniques que ça soit en lien avec la thématique d'évaluation en santé mentale, puis que ce soit des apprentissages qui peuvent être pertinents pour plusieurs infirmières dans plusieurs milieux, puis un angle aussi par rapport à leur rôle d'infirmière. Ensuite de ça, on avait notre démarche de co-développement en 6 étapes, qui était 45 minutes par cas clinique et une conclusion de la rencontre. Tout ça pour 2 heures, avec une pause quand même entre les 2 cas cliniques. Pour ce qui est de la démarche du co-développement, donc je vais juste contextualiser ce que Sarah a dit tantôt, mais par rapport à notre projet de recherche, comment on l'a utilisé dans notre co-développement. On a suivi les mêmes étapes, mais un petit peu plus serré dans le temps un peu, donc pour pouvoir avoir 2 cas cliniques. Le co-développement était fait premièrement, la première étape, la description de la situation vécue était faite par l'infirmière. Elle rajoutait un peu plus d'informations qu'elle n'avait pas eu le temps de nommer dans les 2-3 minutes au début. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième étape, c'est des questions de clarification où là, le facilitateur demandait aux consultants quelles sont vos questions pour mieux comprendre la situation vécue par votre collègue. Puis là, dans ce temps-là, c'est difficile souvent dans cette étape-là, les consultants ont tendance à donner déjà des suggestions. Donc, on leur demandait de se concentrer sur le passé et le présent et non vers le futur, poser des questions pour comprendre mieux la situation. Et que l'infirmière pouvait rajouter un peu. Ensuite, durant l'étape 3, c'est de préciser le contrat, soit la demande d'aide. Donc, le facilitateur demandait à l'infirmière si elle pouvait préciser encore plus sa demande d'aide suite aux questions qui lui avaient été posées. Ensuite, l'étape 4, c'était les commentaires et les suggestions des collègues. Là, c'est le brainstorming, le temps que les collègues donnent toutes leurs idées, toutes leurs suggestions. Et pendant ce temps-là, l'infirmière doit rester en silence, puis prendre des notes, prendre beaucoup, beaucoup de notes. Ensuite de ça, on a l'étape 5 qui est la synthèse et le plan d'action de la personne. Donc, l'infirmière fait un wrap-up de tout ce qu'elle a appris. Le formateur, la personne qui facilitait, demande est-ce que vous retenez des propositions de vos collègues? C'est quoi les propositions que vous retenez? Donc, l'infirmière va partager les propositions qu'elle retient. Puis, pour terminer, l'étape 6, c'est un tour de table sur les apprentissages effectués par tous. Donc, tout le monde repart avec quelque chose qui était pertinent pour eux, donc ils partagent en groupe. On va revenir au projet, c'est terminé, Sarah, tu peux le changer. Le but du projet de recherche, c'était d'évaluer la pertinence du modèle théorique initial que je vous ai montré au début, puis l'acceptabilité des activités du programme de formation continue. Ça, c'était le but du projet de recherche. Puis l'objectif qu'on va se concentrer aujourd'hui, vous voyez qu'il y en a plusieurs, c'était d'identifier les réactions et les apprentissages des infirmières par rapport aux différentes activités du programme de formation. Mais aujourd'hui, on va vous parler plus par rapport au co-développement. Donc, je vais vous parler aussi de la méthodologie. Des données étaient collectées auprès des infirmières et des PISC avant, pendant et après le programme de formation. Des questionnaires étaient administrés en ligne sur la plateforme Lime Survey. Et on avait des questionnaires d'acceptabilité, puis ces questionnaires-là, ils ont été construits en se basant sur les 2 premiers niveaux d'évaluation du modèle de Kirkpatrick, donc sur les réactions et les apprentissages. Ils étaient administrés après chaque activité individuelle et de groupe, puis ils incluaient des questions de type Likert allant de 1, totalement en désaccord, à 4, totalement en accord, puis avec quelques questions ouvertes également. Des analyses descriptives statistiques ont été effectuées pour des données quantitatives, puis pour les données qualitatives, c'était une analyse thématique
de contenu en s'appuyant sur la théorie de Kirkpatrick, qui est un modèle des théories d'apprentissage et du comportement en passant. Puis, pour votre information, une deuxième entrevue individuelle de 60 minutes environ a été réalisée 6 mois après le programme de formation, mais on n'en parlera pas là aujourd'hui parce c'était pas tout à fait du co-développement qu'on parlait dans ces entrevues-là. Je vais passer la parole à Sarah pour la suite. Oui, donc on est rendu, merci à Marie-Hélène, on est rendu à se présenter nos résultats. Comme je le disais, en insistant principalement sur les rencontres de co-développement. Donc, tout d'abord, nos données un peu sociodémographiques. Donc, on avait dans notre cohorte 14 infirmières infirmiers. La majorité était âgée entre 30 et 49 ans. Leur expérience en GMF variait. La majorité se situait entre 4 et 10 ans d'expérience et provenait de 2 CUSSS, majoritairement des GMFU, mais aussi une bonne répartition quand même de GMF. Voici les données issues de nos questionnaires, un peu d'acceptabilité pour aller voir les réactions des personnes participantes vraiment à l'activité de co-développement en particulier. Donc, ce qu'on a perçu avec les questionnaires, en fait, c'est que la grande majorité des participants étaient en accord, jusqu'à totalement en accord avec les différents énoncés. Par exemple, étaient satisfaits de la rencontre, trouvaient que les échanges étaient pertinents, que les discussions aussi avec le formateur et leurs collègues favorisaient leur engagement à l'activité. Il y avait un participant qui était pas d'accord avec 2 éléments. D'ailleurs, on va pouvoir revenir plus en détail là, avec nos résultats qualitatifs dans les prochaines diapos. Maintenant, on a fait des questionnaires également pour ce qui est de l'apprentissage. Donc, ce qu'on remarque aussi, c'est que les participants sont en accord, majoritairement en accord et totalement en accord avec les différents éléments liés à l'activité de co-développement. Donc, majorité des personnes considéraient qu'ils avaient réalisé des apprentissages durant les formations et durant le co-développement, se sentaient également confiants d'appliquer le tout à leur pratique et certains avaient déjà commencé à appliquer certains éléments à leur pratique. Et je le rappelle, là, ces résultats-là, c'est vraiment à la suite d'un groupe de co-développement, donc une activité. Et maintenant, nos données qualitatives, donc, étaient vraiment le principal de notre projet. Donc, on a fait, comme Marie-Hélène l'a mentionné, autant des entretiens qualitatifs avec les personnes participantes qu'on a observé aussi les rencontres de co-développement pour voir comment ça se passait dans l'action. Donc, nos résultats démontrent que l'activité a été grandement appréciée par les personnes participantes à travers le programme. C'est l'une des activités qui a été la plus appréciée. Nos données d'observation ont montré un engagement et une participation active des personnes participantes au groupe de co-développement. Donc, ce qui s'est vu par une écoute active, une prise de notes pendant que leurs collègues parlaient, un sentiment aussi d'enthousiasme qui émanait des échanges durant les rencontres. Les participants ont également mentionné que les rencontres de co-développement, ça permettait de normaliser les défis vécus. Donc, à l'aide des discussions, ils se sentaient validés dans leurs connaissances et leur application. Ils nommaient qu'ils se sentaient moins seuls de voir que leurs collègues vivaient aussi des défis similaires dans l'évaluation en santé mentale. Et une autre chose qui est ressortie, c'est que la discussion de cas réels, ça semblait vraiment venir ancrer les apprentissages. Donc, le fait de discuter avec ses pairs, mais aussi discuter avec un expert en santé mentale, ça amenait un sentiment de validation des connaissances. Donc, je vous présente 2 verbatims qui sont ressortis là, pour illustrer nos résultats. Donc, une personne participante infirmière qui mentionne la plus-value de partager nos expériences avec des collègues pour avoir leurs impressions cliniques ou juste pour favoriser l'introspection. Donc, la notion d'introspection aussi ressortait dans nos résultats. Également, une autre personne participante, ça a consolidé tout ce que j'avais lu étant le guide d'orientation dont Marie-Hélène a parlé. Finalement, le co-développement, personnellement, je trouve que c'est le plus gratifiant. Donc, ça venait un peu consolider, ancrer ce qui avait été vu au préalable dans le reste de la formation. D'autres données qui ont ressorti, donc, c'est le risque pour quelques participants de se sentir intimidés par les connaissances des autres. Donc, je vous montre tout de suite un verbatim qui est ressorti d'un participant. Le fait de réaliser mon écart entre les autres infirmières et moi, sur le coup, mon Dieu, je me suis pas à ma place. Je me suis donné comme défi personnel d'améliorer mes connaissances le plus possible pour profiter de chaque échange qui était dit. Donc, au début, il y a quelques participants qui ont ressenti un certain inconfort parce que le niveau de connaissance préalable des participants dans le groupe n'était pas nécessairement le même. Donc, il y avait des infirmières et infirmiers qui avaient beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'expérience aussi en évaluation de la santé mentale que d'autres.
qui fait que pour ceux qui sentaient qu'il y en avait moins, ils se sentaient plus inconfortables. Mais pour certains participants, c'est devenu un moteur vers l'action. Donc, ils ont voulu justement améliorer leurs connaissances, leurs compétences pour arriver à un niveau de connaissance similaire que leurs collègues. Un autre élément qui ressort, c'est l'accès aux connaissances en matière de santé mentale à l'aide du mentorat et de la réflexion. Donc, les participants ont vraiment apprécié le rôle de mentor des experts en santé mentale. Donc, le fait que l'expert en santé mentale, oui, animait la rencontre, mais aussi apportait aux besoins des précisions, quelques notions théoriques, ça a été apprécié des participants. Un dernier verbatim pour illustrer tout ça. C'était bien d'avoir l'infirmière praticienne en santé mentale pour valider les choses. Cela m'a permis de voir que je n'étais pas complètement à côté de la plaque dans ce que je faisais. Et je pense que cela nous a permis de valider le fait que nous avions certaines limites, d'être capable de mieux reconnaître nos limites et de nous sentir également moins coupables. Donc, le sentiment de validation ressortait aussi beaucoup à travers nos résultats. Et maintenant, je vous présente, parce que je pense que ça peut vous intéresser, quelques cas qui ont été présentés par les infirmières, les infirmiers dans les rencontres de co-développement professionnel. Évidemment, j'ai modifié quelques détails légers, là, pas l'âge exact et tout ça, pour qu'on ne puisse pas reconnaître les personnes. Donc, un premier cas qui a été exposé par une personne infirmière participante, c'est celui d'une femme de 45 ans qui consulte pour une évaluation de son pied relié à des signes infectieux. Elle avait des antécédents de cellulite au niveau du pied. Cette patiente était connue depuis plusieurs années par le GMF pour le suivi de ses maladies chroniques, donc HTA, hypothyroïdie et obésité. La personne infirmière a vu qu'elle présentait certains signes d'anxiété et de dépression, donc a réalisé le PHQ-9 et le GAD-7 et a vu que les scores étaient élevés. Et sa question pour ses pairs était comment assurer sa sécurité et l'aider à trouver une certaine stabilité et un bien-être psychologique. Un autre cas qui a été présenté, c'est celui d'un homme d'environ 60 ans suivi pour son diabète de type 2, avait des antécédents de dépression et vivait récemment plusieurs crises de panique et idées suicidaires récurrentes. Et là, la question de la personne infirmière, c'était comment assurer sa sécurité tout en conservant le lien de confiance. Donc, il y a vraiment un questionnement au niveau du bris de confidentialité versus le bris du lien de confiance en situation un peu plus d'urgence. Donc, ce qui est intéressant de constater dans les cas présentés par les personnes infirmières, c'est que souvent, c'était pas des gens qui avaient, c'est ça, un diagnostic de santé mentale nécessairement. C'était souvent des gens qui consultaient pour leur suivi usuel, pour exemple leur diabète, leur HTA, et que finalement, la personne infirmière constatait une problématique de santé mentale qu'elle devait justement aller évaluer. Donc, ce qui nous mène à la discussion, donc ce qui ressort un peu de notre projet de recherche, c'est notamment la pertinence du groupe de co-développement professionnel pour venir consolider les connaissances et améliorer la pratique professionnelle. Donc, pour les participants, ça a vraiment été une opportunité d'avoir accès à leurs collègues, mais aussi à un expert en santé mentale pour venir valider leur action clinique. Donc, on a remarqué dans nos résultats que l'activité de co-développement venait vraiment activer plusieurs mécanismes de soutien clinique qui sont favorables au développement professionnel continu, notamment la rétroaction par les pairs, par les experts, le fait aussi de normaliser les expériences vécues. Également, on a remarqué l'importance de la formation pour les personnes facilitatrices, animatrices. Donc, évidemment, elles doivent être formées, oui, aux étapes du co-développement, mais aussi avoir certaines compétences d'animation, certaines compétences pour soutenir la pratique réflexive également des personnes présentes dans le groupe. Dans notre cas, on avait une formation de 2 heures là, qui était offerte aux personnes facilitatrices et certaines avaient déjà de l'expérience en animation de groupe. Une autre chose, c'est la préparation nécessaire des personnes infirmières en amont à l'activité de co-développement. Donc, vous avez vu que l'activité de co-développement s'intégrait dans un programme complet de formation. Mais on a remarqué que c'est important que les infirmières, infirmiers arrivent avec certaines connaissances théoriques pour pouvoir participer au groupe de co-développement. Ça fait une différence pour ceux qui connaissaient peut-être le programme ECHO, qui est un peu une démarche de co-développement, mais il y a vraiment un expert qui va faire une capsule un peu théorique à même le groupe de co-développement et vraiment donner de la rétroaction et de la théorie sur le cas qui est discuté. Donc, nous, c'était vraiment en amont que les personnes infirmières avaient accès au guide d'orientation et avec la formation au préalable. Notre dernier point, c'est qu'on est toujours en réflexion pour comment faciliter l'intégration des groupes de co-développement à long terme, donc les pérenniser de façon autonome dans les milieux cliniques. Donc, évidemment, on veut que sans l'équipe de recherche, les milieux puissent continuer à avoir des groupes de co-développement professionnels sur différentes problématiques vécues dans les milieux.
Pour ce faire, on a remarqué qu'il faudrait faciliter l'intégration des TISC, donc des personnes exerçant des activités de soutien clinique, pour que leur rôle soit clarifié, qui aiderait peut-être parce qu'elles pourraient potentiellement devenir les personnes qui animent et qui organisent les groupes de co-développement. On note également l'importance du soutien organisationnel, donc évidemment que les gestionnaires et tout ça soient conscients de la pertinence des groupes de co-développement professionnel pour libérer les infirmières et infirmiers pour qu'elles puissent participer à ces groupes. Pour votre information, les prochaines étapes de notre projet, donc on est présentement en train de bonifier le programme de formation pour avoir une version améliorée avec tout le travail qu'on a fait avec les premières cohortes, leurs commentaires et tout ça, leur collaboration. Et on devrait déployer dans de nouveaux milieux la nouvelle version là, dès l'hiver 2025. Si ça vous intéresse aussi, des articles à venir là, qui vont être publiés sur notre protocole, nos résultats aussi qui vont sortir prochainement. En terminant, j'aimerais remercier nos co-chercheurs sur le projet et les étudiants aussi qui ont travaillé à différentes parties du projet. Je termine avec les références et aussi quelques ressources pertinentes pour ceux qui sont intéressés par les groupes de co-développement professionnel. Il y a le site notamment de l'AQPC, donc l'Association québécoise du co-développement professionnel, où il y a plusieurs informations de la formation et également un exemple pour vraiment visualiser c'est quoi une rencontre de co-développement professionnel. C'est vraiment, si vous voulez aller voir ça sur YouTube aussi, là, c'est un lien qui est justement fourni là, par l'AQPC. Donc voilà, merci pour votre attention, puis on serait disposé maintenant à répondre à vos questions. Merci beaucoup à vous trois pour votre présentation. Personnellement, moi, les groupes de co-développement professionnel, c'est une modalité de développement professionnel avec laquelle j'étais moins familier. Donc, je trouve ça très, très inspirant et riche de pouvoir vous entendre sur justement les fondements de cette approche-là, les différentes étapes de manière très, très claire pour mettre en place des groupes de co-développement, puis aussi leur personnalisation très, très concrète dans le cadre d'un projet avec même quelques résultats. Donc, comme notre conférencière vous l'indiquait, vous pouvez dès maintenant poser vos questions à l'écrit en utilisant la fonction Q&A et ou Q&A au bas de votre écran. Et j'irai déjà avec une première question. Vous mentionniez lors de la présentation l'importance d'une culture organisationnelle propice à la mise en place de tels groupes ou l'importance d'un soutien organisationnel pour mettre en place des groupes de co-développement. Et je vous demandais si on a probablement aujourd'hui des décideurs ou des gestionnaires qui nous écoutent, est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut soutenir ou souligner la pertinence de mettre en place des groupes de co-développement professionnel dans les milieux? Quel argument est-ce qu'on peut apporter, par exemple, aux gestionnaires ou aux décideurs pour favoriser justement cette culture, ce soutien organisationnel? Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous leur diriez aux gestionnaires et aux décideurs qui nous écoutent aujourd'hui? Vas-y, Sarah, je qu'on va compléter. Non, non, vas-y. Super. Ben, en fait, c'est une très bonne question. Là. Il y a plusieurs choses. On pourrait répondre dans différents angles, mais mettons que si on se centre sur les bienfaits pour les personnes infirmières, comme Sarah l'a mentionné, c'est une stratégie de développement professionnel qui active plusieurs mécanismes de soutien, qui répond à plusieurs besoins. Dans un contexte de service, quand on offre des services pour la santé mentale, les infirmières, infirmiers ont différents besoins, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau d'apprendre, d'avoir des nouvelles connaissances, mais aussi de résoudre des cas complexes. Donc, on sait que c'est important. Donc, ces situations-là de co-développement viennent répondre à plusieurs besoins. Et le soutien clinique, ben, c'est bénéfique pour le bien-être au travail, la satisfaction professionnelle. Ça permet aussi, tu sais, les infirmières, ils se comparent, ils trouvent des nouvelles solutions. Donc, ça donne des idées, tu sais, pour favoriser sa pratique. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose c'est une stratégie pédagogique, tu sais, à mettre de l'avant. En termes en tout cas, ça, c'est sûr. Mais après, c'est de voir comment c'est faisable de le faire. Puis c'est pour ça aussi qu'on prend le temps d'accompagner nos milieux dans le développement de cette activité-là, puis dans la formation aussi d'acteurs de soutien de proximité qui sont capables d'offrir ce genre d'activité-là. Puis, tu sais, faut savoir aussi que c'est pas, tu sais, comme Sarah l'a présenté, un format tu sais, en 2 heures, c'est faisable. Donc, faut trouver un juste milieu entre la quantité aussi, tu sais, à faire, puis le volume, là, c'est ça. Donc, je pense que ça peut être raisonnable. Mais après ça, les gens ils peuvent en faire eux-mêmes. Ça les motive aussi à en faire sur d'autres thématiques, là. Mais bref, donc, on encourage que ce soit fait auprès des professionnels et non juste entre conseillères ou entre gestionnaires, là.
Merci beaucoup. Et j'irai peut-être déjà avec une autre question. Puis justement, vous nous mentionniez tantôt cette formation-là que vous donnez d'à peu près 2 heures aux personnes qui vont faciliter ou animer les groupes de co-développement. Vous nous parliez également de l'importance d'avoir une certaine chimie dans le groupe, un certain climat de confiance. Je me demandais si vous pouviez vous en dire davantage sur justement la manière qu'on peut faire peut-être comme soit facilitateur ou peut-être pour d'autres personnes dans le groupe aussi, d'autres acteurs dans le groupe, pour faciliter cette chimie-là ou ce climat de confiance entre les participants. Donc, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui peuvent être mises en place pour essayer d'instiller plus facilement ce climat de confiance-là entre les participants? Oui, donc c'est une excellente question. Je pense que ça dépend vraiment des capacités, des aptitudes en fait de la personne facilitatrice. Donc, il y a moyen de vraiment bien mettre la table à la rencontre, expliquer que tous les apports sont pertinents. Nous, ce qui fonctionnait bien, c'est d'expliquer aussi que c'est normal que dans le groupe, il y ait des personnes avec des connaissances, un niveau de connaissance qui est différent en fait. C'est ça qui même qui est encouragé. Donc, c'est avec des niveaux de connaissances variés justement que les échanges vont être riches. Donc, il faut encourager même les gens qui sentent qu'ils ont moins de connaissances à prendre parole parce que leur rapport aussi est tout aussi pertinent que leurs collègues qui ont plus de connaissances sur le sujet. Ce que les auteurs recommandent, parce que nous, c'était complètement en ligne pour faciliter un peu, vu que les personnes provenaient de plusieurs GMF, GMFU. Mais dans la littérature, ils proposent des fois de faire la première rencontre en présence. La première, ça peut des fois aider pour le climat de confiance lorsque c'est possible. Pas obligatoire, mais ça peut être recommandé là, pour faciliter justement l'établissement d'un bon climat. Sinon, le reste, c'est vraiment la façon, je pense, de s'exprimer, que ce soit, oui, on respecte les étapes, la structure, mais avoir quand même une souplesse. Des fois, dans la façon d'animer, d'avoir une certaine, justement, souplesse pour que les personnes puissent s'exprimer puis qu'ils ne sentent pas qu'ils sont très serrés dans le temps puis que c'est super structuré. La structure on doit permettre que la structure se voit pas trop. Donc, puis que c'est vraiment plus des échanges que des étapes très structurées. Je pense que ça aide beaucoup là, pour que les gens se sentent à l'aise de participer. Je sais pas, Marie-Hélène, Ariane, si vous aviez d'autres Ben éléments à juste, ajouter. juste un petit point parce que c'est un détail, mais c'est sûr que vu que nous, c'était un programme, il s'était déjà vu avant, là, aussi dans une autre, dans une autre activité de groupe, là. Donc, c'est sûr que en plus, si c'est répété, tu sais, les gens, ils développent des liens entre eux, là. Donc, c'est sûr que la première fois, peut-être penser à une activité un peu plus brise-glace pour faire connaissance, là. Mais après ça, je pense que le lien se développe. Puis aussi, la crédibilité ça a été nommé aussi, tu sais, les facilitateurs ont une crédibilité auprès de leurs pairs. Ce sont des personnes avec une expertise en GMF qui connaissent l'environnement de travail. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui met en confiance. Puis, ben, quand en plus, on a des spécialistes comme des infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale, là aussi, ça l'ajoute une crédibilité. Donc, je pense que le choix des facilitateurs est quand même important aussi dans cette perspective-là pour, euh, pour, euh, pour les participantes, pour les mettre en confiance avec la personne qu'elles ont devant eux. Je pourrais peut-être rajouter que c'était pas toutes les pistes ou les formateurs qui étaient très, très habitués à donner à animer des rencontres. Ils nommaient des fois aussi, c'était pas tout le temps, c'est pas un acquis, hein, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc, on se questionne présentement là, dans le nouveau programme de formation qu'on est en train de développer, d'avoir un aspect sur bien former les pistes puis les formateurs aussi, mais c'est surtout les pistes pour soutenir mieux les infirmières. Donc, par rapport à même l'attitude, comment on réagit en animation, en groupe, ben, c'est pas acquis. Des fois, c'est de comprendre c'est quoi qui est attendu de soi. Fait que des fois, de pas donner les réponses non plus, d'aider les personnes à réfléchir. C'est pas un acquis pour tout le monde. Fait que on réfléchit, on bâtit notre nouveau programme de formation là, en ce sens. Donc, en formant les pistes un peu mieux. Dernière chose à ajouter pour le fait que nous, c'était en ligne, un élément super important qu'on a remarqué, la pertinence, c'est que tout le monde ait sa caméra ouverte. Donc, ça favorise vraiment l'engagement. Donc, pour ceux qui espèrent faire cette rencontre-là en ligne, je pense que c'est un élément majeur. Là, c'est important, une caméra et un micro fonctionnel et les caméras ouvertes en tout temps. Les gens sont beaucoup plus engagés et impliqués là, quand c'est le cas. Justement, vous nous faisiez référence à cette formation-là. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette formation-là de 2 heures que vous nous parliez tantôt pour les personnes facilitatrices, les personnes animatrices. Rapidement, c'est quoi un peu le contenu qui est abordé dans cette formation-là? Qu'est-ce qu'on leur montre? Donc, on leur montrait vraiment les étapes de co-développement professionnel. Donc, puis on avait vraiment un guide d'animation aussi qui leur était fourni avec pour chacune des étapes des questions d'approfondissement. Qu'est-ce qu'ils peuvent poser comme questions pour aller susciter la réflexion, aller susciter les échanges chez les participants. Donc, il y avait ce guide-là à lire, plus la formation qui leur montrait un peu les bons coups à chaque étape et les éléments à éviter aussi pour chacune des étapes. Donc, c'était principalement ça.
On les formait aussi évidemment sur le guide d'orientation et tout ça, pour qu'ils soient en mesure d'avoir les connaissances aussi que les infirmières allaient travailler aussi durant les rencontres de co-développement. Cette Merci. formation-là va être encore bonifiée dans la deuxième partie de notre projet. Là, on va essayer de travailler encore parce que c'est sûr qu'il faut voir aussi de quel niveau elles partent en compétences d'animation, de pratique réflexive. Donc, c'est sûr que je pense que la formation doit être adaptée un peu à leur niveau initial de compétences là, pour animer des groupes. Merci beaucoup. Je vous amène cette fois avec une question un peu plus méthodologique d'un de nos participants et qui se questionne dans le cadre d'un projet de recherche. Ici, on a un projet avec lui dit un petit N de participants, donc un nombre un peu restreint de participants. Il se questionne par rapport à la pertinence pour vous, à la valeur ajoutée que vous voyez à proposer une évaluation quantitative, par exemple avec des échelles de mesure de Likert, considérant le nombre de participants. Mais en fait, c'était vraiment juste pour trianguler là, nos données. Puis en plus, les questionnaires avec pour évaluer la réaction étaient posés tout de suite après l'activité. Donc, ça nous permettait d'avoir une réaction à chaud. Puis ils pouvaient mettre des commentaires également. Puis ben, c'est sûr que l'entrevue était beaucoup plus riche, là, donc c'était juste complémentaire. Et oui, c'est sûr qu'on va le refaire pour avoir un plus gros volume de participants pour la suite. Mais pour nous, ça nous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur l'appréciation de chacune des activités. Merci beaucoup pour votre réponse. Tantôt, vous nous mentionnez dans le programme que ça dure sur plusieurs semaines. Je pense que c'était, je ne vais pas dire n'importe quoi, je pense que c'était 6 semaines environ. Oui. Je me demandais sur le plan de l'engagement des participants à différentes semaines, comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on propose ce genre de groupe-là pour maintenir l'engagement des Marie-Hélène? participants? Oui, ça, Ah, j'allais embarquer. C'était une très, très bonne question. Dans le fond, ce qu'on a remarqué qui a bien fonctionné, c'était de faire des courriels de rappel. Fait qu'à chaque semaine, j'avais des rappels que je faisais aux participants. Ça, ils ont beaucoup apprécié parce que même si on avait aussi, on l'a pas présenté, mais on avait aussi un guide de route qui disait aux infirmières quoi faire à chacune des semaines, quel outil, ils pouvaient cliquer sur tout, tout, tout. Ça, c'était aidant. Mais d'avoir des rappels était vraiment important aussi selon les infirmières pour l'engagement. Puis pour être franche, on n'a pas eu... le taux de participation continue tout au long du programme de formation. L'intérêt a resté. S'il y a eu une diminution, il y en a eu une qui est partie, mais c'était à cause d'une maladie. Vraiment, les personnes ont resté tout au long. Puis ce qu'ils ont nommé, c'était à cause des courriels que je lâchais pas. Et ça, c'est une solution. Je pense que ça aide de pouvoir leur rappeler. Ils me disaient par courriel, c'était aidant. Ça, je sais pas, Sarah, si tu avais d'autres choses que tu voulais dire? C'est bon. donc, un bel engagement dans votre projet, puis on voit l'efficacité ou la valeur ajoutée des courriels de rappel pour Ouais. maintenir l'engagement des participants. J'irais peut-être avec une dernière question de mon côté. Vos cours de co-développement professionnel portaient plus spécifiquement sur le domaine de la santé mentale. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, beaucoup. Je me demande, dans un domaine comme la santé mentale, que moi, de mon impression à moi, c'est un domaine qui se prête parfois moins bien à des protocoles, une protocolisation très, très rigide ou des démarches algorithmiques très, très rigides. Donc, souvent, on est beaucoup dans l'accompagnement, dans le soutien auprès des personnes qui peuvent vivre des situations plus difficiles puis qui peut entraîner aussi des enjeux de santé mentale. Je me demande un peu comment est-ce qu'on peut tenir compte de je vais appeler ça un flou ou une incertitude des fois lorsqu'on accompagne des personnes aux prises avec des enjeux de santé mentale dans une démarche comme les groupes de co-développement. Donc, je sais qu'à un certain moment, on mentionne qu'on fait une sorte de plan d'action où on propose certaines interventions que la personne peut mettre en place. Donc, je me demandais dans votre expérience à vous, ça ressemblait à quoi à peu près ces interventions-là ou ces plans d'action-là qui pouvaient être mis en place par la suite par les infirmiers? C'est une très bonne question. Sarah, tu peux y aller si tu veux. Tu avais l'air de... Non, ok, c'est bon, si tu veux Je vais compléter. compléter après. Vas-y. OK, ben ouais, c'est un très bon, tu sais, puis en fait, comment la première des choses, là, ce que je dirais, c'est que puis qu'on l'a pas nommé, là, mais souvent, c'était des cas pour lesquels ben en fait, il y en a que c'était, en tout cas, sur lesquels que moi j'ai pu assister, c'était des cas que ça s'était déjà passé aussi. Donc, les infirmières avaient déjà comme entrepris une certaine démarche, mais là, à venir, ça serait peut-être pas l'idéal. Le mieux peut-être, puis Sarah pourra compléter là-dessus, peut-être que c'est d'avoir quelque chose d'actif à résoudre, là, en termes de solutions. Mais puis pour le plan d'action, ben, c'est ce que je comprenais, c'est pour
c'était de proposer, dans l'idéal, tu sais, ça s'accompagne de d'autres stratégies, là. Ça se termine pas, genre, une fois on fait le co-développement, mais après, il y a un suivi avec les personnes. Fait que, il faut être capable de mettre en place ces filets de sécurité-là. Fait que je trouve que c'est super intéressant qu'est-ce que tu apportes, Marc-André, comme, parce qu'en même temps aussi, tu sais, si on repère que la personne, elle vit encore des enjeux puis elle n'est pas satisfaite par rapport à la rencontre puis qu'elle a des inquiétudes, je pense qu'il faut penser aux autres mécanismes, pas après la rencontre clinique. Fait que, tu sais, aussi l'importance de bien outiller nos personnes facilitatrices à la détresse psychologique. Ça, on en parle, puis ils en ont parlé aussi dans nos entrevues, les personnes qu'on a rencontrées en entrevue. Ils mentionnaient, tu sais, que c'est important aussi de savoir quoi faire quand on repère une détresse psychologique chez nos pères ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça va un peu dans ce sens-là. C'est un peu différent, mais quand même, tu sais, quand on voit qu'il y a peut-être des apprentissages à boucler, là, je pense que c'est important d'avoir ce suivi-là. Puis la plus-value des groupes de co-développement professionnel, c'est justement, il y avait souvent plein de zones grises. Tu sais, il avait lu le guide d'orientation, il avait déjà reçu des fois de la formation en santé mentale, mais il y avait encore des questions. OK, mais comment je pose cette question-là? OK, mais comment j'accompagne ce patient-là, considérant tel élément du contexte? Puis le groupe de co-développement, ça permettait justement d'aborder ces zones grises-là. Donc, parce qu'on peut pas, comme tu mentionnais très bien, suivre un protocole. Des fois, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver, des éléments contextuels. Donc là, il y avait vraiment un expert qui était présent, puis les pairs qui pouvaient vraiment expliquer de telle façon, eux le faisaient pour que ça fonctionne. Fait que je pense que ça, c'est un élément gagnant d'avoir un peu le côté expérientiel là, qui ressort moins dans une formation plus Ouais. usuelle. Là. Bon point, c'est un processus de résolution de problèmes complexes, hein. Fait que, tu sais, Ouais. on propose on réfléchit aux problèmes, on propose des idées, des nouvelles idées pour résoudre le problème et tout. Fait que, effectivement, dans cette perspective-là, j'étais allée un peu ailleurs dans ma réponse, mais pour concrètement, effectivement, je pense que c'est d'autant plus pertinent pour des enjeux de santé mentale, en fait, ce genre parce que ça nécessite c'est pas des problèmes, c'est pas souvent le plan de traitement et ben, en fait, on n'a pas le choix dans plusieurs situations de personnaliser, là, mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est du cas par cas, puis ça prend ce niveau de réflexion-là pour être capable de résoudre la solution. Puis ce qu'on voyait aussi, ça me fait penser, là, je rebondis, mais souvent des enjeux de bien prioriser la problématique, les besoins de la personne parce qu'ils ont des besoins complexes, là, tu sais, ils ont plusieurs enjeux, là, au niveau social aussi. Des fois, bon, il arrive des choses dans leur vie, c'est perte d'emploi, puis en tout cas, c'est problème par-dessus problème de santé physique chronique. Donc, tu sais, là, on faut prioriser. Puis ça, ben, le co-développement, ça permet aussi d'aider la personne à cibler les priorités. Le point, Ariane, que tu as amené était super important parce que c'est vrai que la personne, à la fin du co-développement, a un plan d'action qu'elle a un peu peaufiné avec ses collègues, avec l'expert en santé mentale, mais après, tu sais, la mise en action et tout ça, il faut qu'il y ait un suivi, tu sais, il faut que la personne qui exerce du soutien clinique puisse l'accompagner dans le plan d'action puis qu'on ait un retour en groupe sur comment ça s'est passé. Donc, dans les meilleures pratiques, ce serait ça, là, qu'il y ait plusieurs groupes de co-développement, comme Ariane l'a mentionné, pour qu'on puisse revenir sur ce plan d'action-là puis voir si ça s'est déroulé comme prévu. Dans notre idéal, tu sais, c'est sûr que de la façon dont on fonctionne, on utilise une approche de recherche de type laboratoire vivant, puis tu sais, on accompagne vraiment nos milieux, puis on va essayer de voir dans la prochaine évaluation, est-ce qu'il y a justement, dans la période après le programme, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, puis oui, si oui, c'était quoi, puis tu sais, puis est-ce que ça a été utile? Donc, on les encourage à le faire, mais on sait justement que des fois, ils n'ont pas le temps ou que ça fait pas partie de leur fonction, là. Fait qu'on va essayer après que ça puisse concrètement s'opérationnaliser, mais le maintien, c'est sûr que c'est un enjeu important, là. Merci beaucoup. On entend bien dans votre réponse justement la pertinence des groupes de co-développement professionnel, en particulier dans les situations comme ça d'incertitude, où la réponse n'est pas nécessairement évidente ou n'est pas facilement protocolisable ou à travers des ordonnances ou des algorithmes. Un énorme merci à vous trois pour votre présentation aujourd'hui. Merci également pour vos réponses à nos nombreuses questions. Donc, comme je le mentionnais en tout début d'activité, ce webinaire d'aujourd'hui marque la conclusion en fait de nos activités scientifiques pour la saison. Donc, j'aimerais remercier les personnes conférencières qui ont accepté de participer à une activité scientifique pour le RISIC cette saison-ci. Donc, c'est 11 activités scientifiques qui nous ont été proposées cette saison, animées par 19 personnes conférencières. Et cette saison uniquement, vous avez été plus de 530 personnes de 15 pays différents à assister à nos activités. Donc, merci non seulement pour votre présence aujourd'hui, mais aussi peut-être pour votre fidélité tout au long de la saison. Et simplement vous mentionner que toutes les activités de la saison étaient enregistrées et peuvent être revisionnées gratuitement sur notre site internet au www.risic.com. Et l'activité d'aujourd'hui va également être ajoutée sur notre site internet dans les prochains jours.
Également, pour vous dire rapidement, le webinaire d'aujourd'hui, pour moi, avait une signification particulière. Donc, c'était le dernier que je modérais pour le RISIC. Donc, dans les 2 dernières années, j'ai eu la chance de contribuer au développement de la programmation scientifique du réseau, de découvrir des projets, des initiatives, je vous dirais, assez exceptionnelles des 4 coins du Québec et des fois même ailleurs. Donc, pour améliorer la qualité des soins, la santé et le bien-être des personnes usagères, proches aidants, personnels soignants, professionnels de la santé. Donc, je tiens vraiment à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à cette aventure-là dans les dernières années. Donc, que ce soit en présentant leurs recherches, leurs projets, en posant des questions lors de nos activités ou simplement en étant présent et attentif à nos webinaires. Donc, je vous en suis très, très reconnaissant. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer qu'on a des nouvelles activités qui sont prévues pour l'hiver 2025 et qui vont commencer à être annoncées très, très rapidement, donc très prochainement. Donc, restez à l'affût. Donc, merci encore à toutes et à tous. Pour ma part, moi, j'ai bien hâte de continuer à assister aux prochaines activités du RISIC, mais cette fois-là, comme personne participante, donc comme spectateur. Donc, merci encore à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci à nos conférencières et merci également à Mme Gélina et à Mme Amélie Ledoux pour leur présence avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup.